Donc on espère que vous avez passé un bon repas, que vous avez bien mangé, que vous êtes en pleine forme pour cet après-midi. On va commencer l'après-midi, donc on aura 4 interventions, avec une pause au milieu bien évidemment. On va commencer l'intervention avec Adrien Verger, donc responsable réathlétisation du FC Nantes. Je vais le laisser se présenter et on va pouvoir commencer sa présentation. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Donc, je vais vous faire une petite présentation sur la gestion du risque dans la réathlétisation et sur le retour au sport avec un petit exemple de démarche dans le cadre d'une lésion aux ischio-jambiers. Donc voilà, je me présente rapidement, je m'appelle Adrien Verger, je suis kiné de formation, j'ai été formé à l'IFM 3R de Nantes, j'ai exercé un petit peu en libéral ensuite où j'ai pu suivre en kiné les corsaires de Nantes au hockey sur glace et les Neptunes au handball féminin. Ensuite j'ai quand même rapidement intégré le FC Nantes où j'y suis depuis 8 saisons maintenant. J'ai commencé kiné au centre de formation, ensuite je suis monté dans le secteur professionnel kiné. En parallèle, j'ai passé une formation de préparateur physique dans l'organisme Transfert à Paris et de fil en aiguille, j'ai été confié à la mission de la réathlétisation dans le secteur professionnel. Donc la réathlétisation, c'est vraiment le passage entre le médical et le retour au groupe, c'est ce passage médico-athlétique, cette transition du joueur blessé pour retrouver l'entraînement collectif puis les matchs. Je vais commencer juste par vous solliciter un petit peu avec une petite mise en situation. Donc j'ai deux joueurs là, on est au premier jour de la lésion aux ischio. J'ai un joueur A qui est plutôt un peu plus âgé, qui a un poste avec une répétition de sprint un peu plus important, qui a une lésion au biceps fémoral et qui a des antécédents. Et j'ai le joueur B qui est un peu à l'inverse, un peu plus jeune, poste différent, lésion un peu plus importante sur un autre muscle, sur un mécanisme d'overstretch. Et lui, il n'a pas d'antécédent. Est-ce que comme ça, au premier jour, donc on a ces deux tableaux-là, c'est les informations qu'on a à J1, J2 de la blessure, je vais vous demander si on était capable à ce jour de dire qu'il sera de retour à l'entraînement en premier. Est-ce que vous avez des idées ou pas? Allez-y, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à donner. Vous pouvez... Le B. Le B? Qui c'est qui a dit le B? Pourquoi du coup le B? Je sais pas. Ouais, comme ça, je sais pas. Non, je dirais stade supérieur, c'est ça? Ouais. Et pas d'antécédent. Ouais. Plus jeune. Ouais. Bon, voilà. Une réaclée peut-être plus rapide. Ouais. Il y a des facteurs positifs, quoi, en tout cas, dans ce genre B. Ok, d'autres réponses ou possible? Non, bon, on va voir par la suite, on verra à la fin de mon intervention. Donc d'abord, comment définir la gestion du risque? Donc chez un sportif sain, et moi je vais beaucoup parler de football, on a parlé un peu du sprint pur ce matin, mais le football c'est encore du coup une autre discipline, donc je vais vraiment parler sur cette discipline-là. Au niveau de la gestion du risque, chez un footballeur sain, on va dire que ça va être l'identification, l'évaluation et la réduction des facteurs pouvant nuire à l'intégrité physique du joueur, donc à la blessure. Et ce qui va être très important, c'est tout en maintenant un niveau d'exigence élevé. C'est vraiment ça le plus important, puisqu'au final, on peut s'entraîner sans prendre de risques, avoir très peu de blessés, mais du coup avoir un niveau de performance moyen ou faible. Donc le but, ça va être vraiment d'avoir cette corrélation entre réussir à préserver la santé des joueurs, tout en ayant un niveau d'exigence et un niveau de travail élevé. Ça va vraiment être ça, la balance et l'équilibre à trouver. Donc pour ça, on va avoir plusieurs outils dans le football. On va avoir d'abord, qui est très répandu maintenant, l'outil GPS qui va nous donner énormément de data, parfois même un peu trop,
mais on va pouvoir suivre beaucoup de choses sur les GPS. On va pouvoir suivre les distances de course à telle et telle vitesse, le nombre d'accélérations, décélérations, l'intensité des accélérations, décélérations, le nombre de sauts, le nombre de changements de direction. Voilà, il y a énormément de choses. Donc ces GPS est associé un peu au suivi de charge avec les ratios charge aiguë sur charge chronique pour nous permettre d'éviter les grosses erreurs d'entraînement avec des gros pics de travail qui vont pouvoir être à risque pour les joueurs. Donc on va avoir toutes ces données un peu objectives et après on va avoir aussi des données un peu plus subjectives avec des questionnaires wellness, donc des wellness que les joueurs remplissent tous les matins avec est-ce qu'il y a des douleurs, est-ce qu'il y a de la fatigue musculaire, est-ce que le sommeil est bon, l'hydratation est bonne, voilà, et des questionnaires subjectifs de ressenti post-effort, donc post-séance qui va être corrélé aussi à la charge de travail. Donc ça va être chez le sportif plutôt sain, on va dire le footballeur sain. Dans la gestion des blessés, qu'est-ce que va concerner la gestion du risque? Ça va être la gestion de la réexposition progressive d'un tissu lésé. Donc là, on va avoir une lésion ischio-jambier, donc la réexposition progressive de l'ischio-jambier à des contraintes mécaniques spécifiques qu'exige le sport pratiqué. Et je vais même aller encore plus loin, c'est qu'on va avoir ça va être la gestion de la réexposition progressive du mécanisme lésionnel, parce que c'est lui qui va être le plus à risque de blessures et de récidive sur le traumatisme. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention au mécanisme lésionnel, et le mécanisme lésionnel à intensité maximale va être ce qui va être repris, va être le mouvement qui va être repris en dernier. C'est-à-dire que par exemple pour un ischio, on va avoir plusieurs mécanismes lésionnels possibles. On va avoir évidemment le sprint, on va avoir le shoot, on va aussi avoir l'accélération, ça peut être sur de la rotation, ça peut être sur un tackle, un overstretch, et on va dire que du coup, par exemple si le joueur s'est blessé sur un sprint, le sprint à intensité maximale va être ce qui va être repris en dernier. On va pouvoir reprendre du shoot avant et tous les autres mouvements. Si par exemple le joueur s'est blessé sur un shoot à intensité max, on va pouvoir reprendre le sprint assez rapidement finalement dans la réathlétisation, avec évidemment toutes les précautions à prendre et la validation étape par étape, mais voilà. Et le shoot à intensité max va être le mouvement repris en dernier, et ça va aussi être le mouvement qui va générer le plus d'appréhension, c'est chez le joueur. Donc, quand est-ce que, dans la gestion du risque chez un blessé, quand est-ce qu'on va pouvoir le renvoyer à l'entraînement? C'est ça la grande question qu'on se pose tous à chaque fois, et il n'y a pas vraiment de réponse exacte. Ça va être une triade qui va pouvoir décider de ça. Qu'est-ce qui va conditionner le retour à l'entraînement? Donc ça va être en 1 la probabilité de la récidive. La probabilité de la récidive, on va voir qu'elle sera jamais de 0%, mais il faudra essayer de la diminuer au maximum pour que la zone d'ombre, parce qu'il y aura forcément une petite zone de flou qui ne va pas être travaillée à la fin de la réalisation, il faut qu'elle soit le plus faible possible pour que le risque soit le plus faible possible. Cette probabilité de récidive, elle va dépendre des facteurs individuels, donc des facteurs tissulaires et des facteurs mécaniques, on le verra après. Ça va dépendre, ce retour à l'entraînement, il va dépendre fortement également du contexte décisionnel, donc c'est-à-dire de la politique du club, parce qu'on n'est pas les seuls à décider. On voudrait tout faire parfaitement dans le meilleur des mondes, mais il y a beaucoup d'enjeux derrière tout ça, des enjeux financiers, des enjeux sportifs, et donc le contexte décisionnel avec le coach, le joueur lui-même, la direction du club va énormément influencer le retour au terrain, parfois précoce, et la gravité des conséquences, c'est-à-dire est-ce que si j'expose le joueur à des contraintes qu'il n'a pas encore retrouvées parfaitement, quels sont les risques potentiels. Et du coup, nous, on va pouvoir être informés sur le contexte décisionnel et la gravité des conséquences, mais nous, notre champ d'action, il va surtout être sur la probabilité de la récidive, qu'on va essayer de réduire le plus proche possible de 0, même si on verra que ce n'est pas forcément toujours possible. Donc, comment agir sur la probabilité de récidive? Comme je l'ai dit, ça dépend de quoi? Ça dépend des facteurs individuels. Les facteurs individuels, c'est quoi? C'est les antécédents du joueur, c'est son âge, sa dominance latérale, son profil. Est-ce que c'est un profil qui joue que sur ses qualités d'explosivité? Est-ce que c'est un profil plutôt milieu central, qui joue plus sur des qualités d'endurance? Voilà, ça va nous déterminer beaucoup de choses. Et ces facteurs individuels, malheureusement, ils sont non modifiables. Et c'est pour ça qu'il faut parfois rester humble en rééducation, en réathlétisation,
Ces facteurs, ils sont non modifiables, mais notamment les antécédents, c'est le facteur numéro 1 concernant la récidive. Donc c'est-à-dire que le facteur numéro 1 de récidive, il est non maîtrisable finalement, puisque l'antécédent, une fois qu'il s'est passé, c'est pour toujours, quoi. Même si on va pouvoir agir sur la qualité de cicatrisation, il y aura une cicatrice dans le muscle. Donc voilà, c'est pour ça que des fois il faut rester humble quand la rééducation se passe très bien, mais aussi il ne faut pas se morfondre quand il y a une récidive, parce qu'on ne peut pas tout maîtriser dans le sport de haut niveau. Ça va dépendre également des facteurs tissulaires. Donc les facteurs tissulaires, c'est quoi? C'est les qualités analytiques de la structure, donc les qualités pures du muscle ischio-jambier. Donc sa force dans tous les types de contractions, tous les types de positions, son endurance, sa mobilité, sa souplesse, sa capacité à s'étirer. Donc ça, c'est des facteurs qui vont être modifiables par l'entraînement. Et ensuite, on va avoir les facteurs mécaniques. Donc là, ça va être restaurer tous les efforts retrouvés dans le sport de haut niveau à intensité le plus proche possible du maximal. Donc les accélérations, les décélérations, les changements de direction, les shoots, les sprints, et qui vont être des facteurs aussi modifiables, puisqu'on va pouvoir réexposer progressivement le joueur à tous ces efforts. Donc on va voir ensuite un petit exemple là de retour au sport suite à une lésion par exemple du biceps fémoral, puisque c'est le muscle le plus touché dans les sprints. Donc voilà, sur une lésion au biceps fémoral, sur un sprint, chez un footballeur de haut niveau. Donc on va d'abord, le joueur là il s'est blessé, il va y avoir forcément un diagnostic d'établi avec une imagerie, une échographie par exemple. Voilà, il va y avoir des premiers jours où on va être surtout dans la gestion de la douleur, mais dès J1, J2, on va pouvoir travailler sur la structure pour améliorer, comme je vous disais avant, les facteurs tissulaires le plus précocement possible. Donc là, ça va être la première phase un peu de réhabilitation, ça va être la phase, on va dire, de rééducation en salle, où l'objectif va être de restaurer les capacités analytiques du muscle. Et donc pour cela, on va faire une remise en charge analytique, comme j'ai dit, en mobilité, en force, en endurance de force, en vitesse, la capacité à répéter les efforts via des exercices actifs. Évidemment, on voit tous aussi qu'il y a beaucoup de soins, même dans le football, énormément de soins passifs, des massages et toutes sortes de matériel utilisé, mais cette rééducation, elle va vraiment se faire via les exercices actifs, le reste c'est du complément. Ça c'est 98% de la rééducation en salle, elle se fait via l'activité et la remise en charge progressive du muscle, pour retrouver un muscle indolore capable d'aller dans son étirement maximal, capable de répéter les efforts d'abord de manière analytique avant de pouvoir retourner sur le terrain. Donc, à la fin de cette phase, on va évaluer le muscle s'il est capable déjà de reprendre la course et de retourner un peu sur le terrain. Après là, je fais une phase réhabilitation et après une phase réathlétisation, mais dans la réalité, c'est un peu un fondu qui se passe, parce qu'on va avoir la fin de la phase de réhabilitation va se dérouler durant le début de la phase de la réathlétisation. C'est un fondu, puisque par exemple un joueur qui vient de se faire un biceps fémoral sur un sprint, il va très rapidement pouvoir recourir à 10, 11, 12 km/h où l'ischio est très peu sollicité et pour autant il n'est toujours pas prêt à reprendre les efforts du terrain. Donc l'évaluation de cette fin de phase, ça va être quoi? Ça va être une évaluation d'amplitude. Donc après, nous, dans le football, on a déjà beaucoup de tests en pré-saison qui nous montrent l'état du joueur lorsqu'il était sain et non blessé. Donc l'objectif, ça va être d'au moins récupérer ça, et s'il s'est blessé, c'est d'aller même encore plus loin que ça. Donc on va pouvoir comparer déjà au côté sain et au test de pré-saison où on avait fait un profilage et où on avait beaucoup déjà d'informations sur le joueur. Donc on va avoir l'amplitude articulaire, hanche, extension, flexion de hanche, extension de genou. On va avoir aussi l'échographie, donc la qualité de cicatrisation via un suivi échographique, même si on sait qu'on a toujours un retard de cicatrisation sur l'écho par rapport à ce qui se passe réellement. On va avoir toutes les évaluations de force, donc les évaluations de force excentrique, concentrique, statique. Donc là, il y a plusieurs moyens différents. On va avoir l'isocinétisme, on va avoir le Nordboard pour quantifier sur du nordique. On va avoir les plateformes de force pour solliciter sur l'extension de hanche isomax, sur du
CFJ, sur du single leg CFJ, sur du drop jump, pour tous les tests de plateforme de force. Et on va avoir aussi, on a une psychologue au club qui va agir aussi sur le contexte psychologique. Est-ce que le joueur est prêt à avancer dans sa réathlétisation? Donc ça va constituer toute la phase 1, où donc le but est vraiment de récupérer un muscle sain, infradouloureux, capable de faire des efforts de manière analytique en salle, quoi. Et ensuite, on va arriver sur la phase 2 de la réathlétisation, où là l'objectif ça va être quoi? Ça va être de rendre le joueur de nouveau capable, puisqu'il en était capable avant, de supporter les contraintes mécaniques spécifiques du sport. Donc pour ça on va avoir une remise en charge plutôt fonctionnelle, c'est-à-dire réexposer progressivement le joueur aux contraintes qui l'ont blessé. Donc il va falloir y aller très progressivement, étape par étape, pour pouvoir le réexposer progressivement, monitorer la tolérance qu'il a à supporter ces contraintes, ajuster selon sa réponse au quotidien et valider chaque étape avant de passer à la suivante. C'est vraiment quelque chose qui se fait step by step. Donc dans nos petites caisses à outils qu'on avait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va beaucoup utiliser nous en réathlétisation? On va beaucoup utiliser les GPS aussi pour suivre toutes les datas et l'évolution de la quantité, de l'intensité que le joueur met au cours des séances. Le but ça va être quoi? Ça va être qu'en fin de réathlétisation, on ait des données GPS très proches de ce que le joueur va faire après à l'entraînement sur une semaine d'entraînement avec l'équipe. C'est-à-dire que moi, ma dernière semaine de réathlétisation, je dois avoir des données GPS le plus proche possible de ce que le joueur va faire après sur une semaine avec l'équipe. Parce que déjà que le passage en entraînement collectif, c'est un gap déjà très important. Donc moi, mes données GPS, le gap il doit être minime entre mes données GPS. Parce que s'entraîner tout seul et s'entraîner en collectif, c'est totalement différent. Donc moi, mon gap, il doit être le plus petit possible parce que déjà, il va y avoir un gros gap de repasser à l'entraînement collectif. Donc le suivi GPS, on va évidemment énormément utiliser. Et le wellness pour monitorer chaque jour le ressenti du joueur. Donc c'est ça qui va être très important. Ressenti du joueur, donc voilà, les douleurs pendant la séance, les douleurs post-séance, la réaction le lendemain de la séance, la fatigue du joueur, etc. Son contexte psychologique, son sommeil, etc. Donc on va devoir vraiment tout quantifier pour ajuster jour après jour les séances de réathlétisation. On va utiliser forcément le RPE et le suivi de charge, mais le RPE, oui et non, puisqu'en fait on peut très bien faire des séances avec un ressenti post-effort très intense sans avoir sollicité de manière très intense la zone. Donc oui, c'est important, mais du coup on va pas se baser que sur ça. Si demain je lui fais faire une séance de cardio sur watt bike à intensité 10 sur 10, il n'aura pas à solliciter énormément son ischio, il n'aura pas sollicité son ischio sur de la haute vitesse sur du sprint, et pour autant il aura mis un RPE de 10 sur 10. Et également le suivi de charge aigu sur chronique, du coup on va être un peu dans le flou, puisqu'en fait le joueur a été blessé, donc ça fait plusieurs semaines qu'il n'a pas été sur le terrain, donc le ratio de charge il va pas être possible de le réaliser, donc on va vraiment repartir de tout en bas pour remonter tous les curseurs progressivement. Donc ensuite je vais vous décrire un peu les étapes qu'on a dans cette réathlétisation. Donc c'est vraiment des étapes là, c'est la démarche que moi j'exerce. Après évidemment, chaque étape elle va durer plus ou moins longtemps. Une étape sur des blessures courtes, une étape peut durer un jour ou une demi-séance finalement, alors que sur une blessure très longue, l'étape 1 va peut-être durer plusieurs semaines. Donc en fait c'est vraiment très variable, mais en tout cas ce qu'il faut savoir c'est que chaque étape doit être validée avant de pouvoir passer à la suivante et d'augmenter les contraintes. Donc l'étape 1, ça va être une étape de resensibilisation au terrain, où l'objectif ça va être de restaurer la tolérance tissulaire aux efforts de basse intensité. Donc concrètement, ça va être quoi? Ça va être commencer, donc le joueur avant il a déjà fait des petits footings à 10, 11, 12 km/h, ça s'est bien passé. Donc on va commencer à réexposer le joueur à des vitesses supérieures à 15 km/h. Donc nous, dans le football, on aime bien dire, on utilise ce terme-là, on dit mettre de la distance entre 15 et 20 km/h. Donc là, ça va être ça. Il va commencer à aller à 15, 16, 17, 18, peut-être sur une ou deux reps, lorsqu'il a un moyen de s'exprimer un peu plus en vitesse, monter à 18, 19 km/h. Voilà, où on n'est pas encore à gros risque de blessure si tout s'est bien passé avant. Gros risque de récidive en tout cas. Voilà, donc voilà, faire des intermittents modérés, proches de ces 15 km/h, 15, 16, 17 km/h sur du 1 minute.
minutes, sur du 30 secondes, voilà, sur des intermittents un peu plus longs. Voilà, reprendre le contact avec le ballon, avec des passes, des petits drills, des petits circuits techniques encadrés à basse intensité. Voilà, reprendre contact avec le terrain progressivement, reprendre le toucher de balle, voilà, reprendre des bonnes sensations. Ensuite, on va avoir une deuxième étape qui va être la reprise progressive de la vitesse modérée pour l'instant. Donc, c'est réhabituer le joueur à des contraintes d'intensité modérée. Donc là, on va commencer à exposer le joueur sur des vitesses supérieures à 20 km/h sur quelques répétitions. Donc là, c'est très simple. Soit on lui dit de s'exprimer un peu tout seul, soit avec une distance et un temps, on l'expose à des vitesses supérieures à 20 km/h, voir comment il réagit. Donc on commence très light. On va commencer à mettre des intermittents, du coup à réhabituer le muscle et les tissus à courir autour des 20 km/h, 18, 19, 20 km/h là, et que tout se passe bien. On va commencer à augmenter l'intensité dans les petits espaces, dans les changements de direction, dans les accélérations, dans les sauts. Et on peut commencer sur une ou deux répétitions à atteindre 75-80% de Vmax. Donc chez un footballeur qui court qui a une Vmax à 33 km/h, ça va représenter un 25-25,5 sur une règle s'il le sent. Mais on verra après que ce 25,5, c'est très très loin du coup de sa Vmax. Ça paraît pas si loin, mais en fait c'est très très loin. Donc ces courses à 20 km/h, c'est ce qu'on appelle les courses dans le foot, c'est ce qu'on définit comme les courses à haute intensité. Les courses entre 20 et 25 km/h, c'est ce qu'on appelle les courses à haute intensité. Ensuite, on va passer du coup, si tout s'est bien passé, on va pouvoir passer à la troisième étape où on va passer sur du sprint contrôlé. Donc là, on va réintégrer la haute vitesse de manière contrôlée. Donc là, on va commencer à exposer le joueur à des vitesses supérieures à 25 km/h. Donc dans le foot, supérieur à 25 km/h, c'est ce qui est quantifié en tant que sprint. Mais encore une fois, il y a une énorme différence entre courir à 25,5 km/h à 85% de sa Vmax et 95-100% de sa Vmax. Donc vous voyez là par rapport à ce matin où en athlétisme on appelait le sprint au-delà de 98% de sa Vmax, dans le foot c'est beaucoup moins du coup. Déjà une course à 26-27 c'est considéré comme un sprint. Et c'est du coup la différence, c'est que là on est vraiment c'est ça, cette erreur qui est faite aussi dans le foot, c'est que du coup on individualise pas du tout, parce qu'à 26 km/h un joueur qui court à 35 et à 26 km/h un joueur qui court à 30, il n'est pas du tout au même pourcentage de sa Vmax. Mais bon, on appelle ça sprint quand même au-delà de 25 km/h. Donc on réintègre les sprints de manière contrôlée. Donc c'est-à-dire qu'on va faire d'abord des sprints linéaires avec un départ progressif dans le sprint, et vraiment il va progressivement monter en vitesse. On va avoir une récupération complète entre les sprints, ça va être des sprints plutôt courts également. Donc voilà, tout est contrôlé pour que tout se passe bien. On va commencer des intermittents intensifs, donc là on va mettre de la distance entre 20 et 25 km/h, on va mettre de la distance sur des courses à haute intensité. Donc là ça peut être sur des efforts courts de 5, 10, 15 secondes, où on va courir au-delà de 20 km/h, voire proche de 25 km/h. Donc c'est pareil, réhabituer le muscle à des efforts de course à haute intensité, en allant chercher quelques pics en sprint. Et là on va commencer aussi à bien réaugmenter l'intensité sur les petits espaces et sur les travails de force. Ensuite, l'étape 4, ça va être ce qu'on appelle le chaos continuum dans la réathlétisation. Le chaos continuum, c'est quoi? C'est additionner la haute vitesse à d'autres variables, aux variables qui vont se rapprocher de l'entraînement collectif, même si, comme je vous l'ai dit, rien ne remplacera jamais l'entraînement collectif. Donc, d'autres variables, ça va être quoi? Ça va être des sprints courts, puisque en athlétisme, comme ce matin, on sprint en ligne droite ou en légère courbe dans un 400 mètres. Là, il va y avoir des sprints vraiment variés, avec changement de direction au milieu du sprint, repartir, etc. Voilà, des sprints avec ballon, donc avec ballon et avec double tâche, avec la prise d'information en plus, etc. Avec de l'imprévisibilité, de la complexité, donc on peut jouer sur plusieurs facteurs pour ça. Des sprints avec des départs en rotation, des sprints où on ajoute un petit peu de contact, de duel dans le sprint, donc c'est là où on va avoir l'importance du corps, du gainage au niveau du sprint, et du travail sous fatigue. Moi j'aime bien parler d'effort contre effort, c'est-à-dire qu'on a souvent ça dans le football, où on a un effort en sprint sur une action et le ballon retourne de l'autre côté, il faut faire le contre-effort, il faut refaire un sprint dans la foule. Après il faut rester
faut rester cohérent aussi et pas faire 6 sprints d'affilée comme ça en quelques secondes, quoi. Voilà, faut rester cohérent sur les efforts terrain qui vont être retrouvés après. Et qu'est-ce qui va être très important aussi dans cette étape-là? Donc on va additionner la haute vitesse à toutes ces variables, mais ce qui va être aussi très important, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de se rapprocher le plus possible de la Vmax du joueur. Pourquoi? Je ne vous ai pas présenté je ne vous ai même pas présenté d'études avant, mais là j'ai cette étude-là qui est vraiment très intéressante. C'est une étude de Shumanov, donc qui nous montre qu'à 100%, donc là on a le MT, c'est le complexe musculo-tendineux du biceps fémoral. Pardon. Cette étude elle nous montre donc on a la longueur, on a la force et le work c'est l'activité totale du muscle. Ça nous montre donc le 100%, c'est le 100% d'activité de Vmax. Tous les critères ils sont à 100%. Et cette étude elle nous montre qu'à 80% de Vmax, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, chez un joueur qui court à 33 km/h, ça représente un 25, le biceps fémoral, lui, il est activé qu'à 60% de son activité globale. Donc c'est quand même très faible. Il y a encore un monde avant Vmax. Et on va voir que même à 95% de Vmax, donc c'est un joueur qui court à 33, on va être autour des 31,5 km/h, le biceps fémoral, il dépasse tout juste les 80% de son activité. Donc on a encore 20% de zone d'ombre. Donc ce qui fait que c'est quand même très important d'aller chercher Vmax, puisqu'en fait, plus on s'éloigne de Vmax, plus en fait le biceps fémoral, on ne l'a pas du tout travaillé en force max finalement avant qu'il retourne sur le terrain. Et lui, quand il va faire retourner sur le terrain, qu'il va y avoir un ballon, une course dans la profondeur entre deux joueurs, il va aller chercher sa Vmax. Donc si nous on est monté à 31,5, on se dit putain chouette, je suis monté à 95% de Vmax avec mon joueur, ouais mais il y a quand même encore un monde, puisque là on a 20% d'activité du biceps fémoral qui n'a pas du tout été exploré avant d'aller chercher Vmax, quoi. Donc d'où l'importance d'aller vraiment chercher la vitesse maximale, comme le disait ce matin dans le sprint, supérieur à 98%, lui quand il suit le sprint, supérieur à 98% de Vmax, ce qui est énorme, c'est la très haute vitesse. Et enfin, l'étape 5, ça va être quoi? Ça va être l'étape de reprise groupe adaptée, donc ça va être reprendre les efforts collectifs progressivement avant de reprendre l'entraînement total. Donc on va d'abord avoir un donc là c'est pareil, c'est comme tout à l'heure je vous disais sur la rééducation et réathlétisation, ça va être une sorte de fondu où les deux vont se fondre entre eux et on va continuer les deux en même temps. Là c'est pareil, on va continuer la réathlétisation pendant que le joueur reprend l'entraînement collectif. C'est-à-dire au début il va commencer un peu de joker avec l'équipe sur une ou deux séquences, et puis après il passe en réathlétisation où on finalise les sprints, le chaos continuum, etc. Ensuite il va reprendre avec l'équipe des jeux petits espaces, où il y aura très peu de sprints, mais beaucoup d'intensité sur les petits espaces, changement de direction, accélération, décélération, vers des jeux grands espaces à l'entraînement, où là il va aller réexplorer le sprint en collectif avec tous les déséquilibres et les variables qui vont avec. Donc voilà. Et nous du coup on va quantifier là les GPS, le nombre et la distance des sprints pour réaugmenter progressivement et aller chercher ce que le joueur était capable de faire au moins avant sa blessure, voire mieux si on peut. Donc en résumé, on réintègre, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on ne réintègre pas directement le sprint, on réintègre graduellement l'exposition aux contraintes mécaniques. C'est-à-dire que le sprint, ça doit être que la continuité de la réexposition progressive de la haute vitesse. Et la finalité, c'est la réexposition à la vitesse maximale que le joueur a déjà atteint dans sa carrière. Voilà. Donc il faut vraiment y aller très progressivement, étape par étape, pour pouvoir gérer le risque au mieux. Donc si je reviens sur les deux joueurs du début là, lequel sera le retour à l'entraînement en premier, finalement on ne peut pas trop y répondre à J1, J2. C'est pour ça qu'on entend beaucoup de choses, évidemment, parce que le foot est très médiatisé, on entend beaucoup, ce joueur-là, il y en a pour 3 semaines, 1 mois, 6 semaines, mais en fait c'est impossible à J1, J2, sauf quand il y a une opération, et même encore où on a des délais un peu plus importants, mais sur une lésion musculaire, c'est quasiment impossible de déterminer à J2, on va avoir un ordre de grandeur, mais l'ordre de grandeur il va être énorme, quoi. Donc du coup c'est impossible à J1, J2 de dire qui va reprendre en premier, même si effectivement là le joueur B il a quand même plus de facteurs favorisants, il est plus jeune, il sprinte beaucoup moins au match, il y a une lésion qui est sur le semi-membraneux moins sollicitée sur les sprints,
voilà, il s'est fait ça sur un overstretch, sur un sprint, il n'a pas d'antécédent. Voilà. Il a beaucoup de facteurs favorisants, mais au final, on ne peut pas déterminer à J1 qui va reprendre en premier. Donc c'est pour ça que des fois, il faut rester aussi humble par rapport au délai de retour au terrain. Souvent, les clubs donnent même plus. Comme ça, au moins, ils sont sécuritaires. Au final, si le joueur revient après, tant mieux. Et s'il revient un peu après, au moins, ils ne se sont pas trompés, quoi. Mais c'est très difficile de donner des délais exacts, en tout cas. Donc, pour conclure tout ça, je veux dire que du coup, les staffs médico-athlétiques dans les clubs de football, c'est des staffs de soutien. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le contexte il est vraiment très important. Et la décision finale, elle va appartenir également au coach et aux joueurs. Si le joueur se sent d'y aller, veut y aller, exprime au coach son sentiment d'y aller, que le coach a besoin de lui parce que ça va être un match très important, peut-être qu'il va y aller, alors que la réathlétisation, elle n'est pas totalement terminée. Donc ça, c'est la réalité du terrain. Et nous, on va essayer en un temps minimum de remplir tous les critères et de monter tous les curseurs vers le haut. Mais des fois, on ne peut pas aller jusqu'au bout de la réathlétisation. Et il y a une zone d'ombre qui existe. Et le risque est pris. Et après, voilà. Mais nous, on est là pour informer et pour faire mieux. Et pareil, donc là, je vous ai donné une démarche un peu protocolaire. Mais au final, il n'y a vraiment pas de protocole standard, puisque c'est sans cesse de l'adaptation, ajuster et construire sur mesure. Parce qu'en fait, chaque joueur, de par ses antécédents, de par son passé de sportif, de par son âge, de par son contexte psychologique, et chaque blessure, de par sa localisation, de par son grade, de par son mécanisme lésionnel, sont uniques. En fait, ces deux-là sont vraiment uniques. Le joueur et la blessure, à chaque fois, ne peuvent pas être dissociés. Et donc, voilà, j'ai terminé mon intervention. Merci Adrien pour votre intervention. Est-ce que du coup, on va passer à la partie questions, s'il y en a qui ont des questions? N'hésitez pas, on va passer avec un micro. Oui. Tout d'abord, merci pour cette présentation. J'avais une question concernant les différents steps. Donc, comment vous passez d'un step à un autre en fonction du joueur, si vous avez à chaque fois un testing à la fin de chaque step, ou alors si il y a un nombre de semaines, de séances déjà définies? Ouais. Après le passage, en fait, tout ce qui va être en salle, ça va être beaucoup plus facile à quantifier au niveau de la force, au niveau de la mobilité, de l'amplitude, etc. Après, sur le terrain, nous, on va avoir toutes les données GPS, mais après, ça va beaucoup être, comme je l'ai dit, donc associer ces données GPS au wellness, au ressenti du joueur, en fait. Donc c'est lui aussi qui va sentir la chose, et c'est pour ça que je dis que c'est de l'artisanat, parce que on ne peut pas imposer à un joueur de faire un effort sur le terrain s'ils ne s'en sont pas capables. Donc on valide vraiment, nous on y va progressivement d'étape en étape, mais ça se trouve sur la première ou la deuxième étape, si je lui laisse une course à faire, le joueur va peut-être se sentir, il va faire une course à 24-25 km/h d'entrée. C'est pour ça que là j'ai expliqué la démarche, mais c'est une démarche un peu fondue, c'est difficile de mettre une barrière sur chaque étape finalement. Chaque étape va être un peu fondue les unes avec les autres, et juste on augmente toutes les contraintes et les vitesses progressivement. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, étant donné que toi, tu es kiné aussi de base, est-ce que c'est toi qui gères la prise en charge kiné et réathlé, ou tu laisses faire au kiné après une transition avec toi ou derrière? Non, du coup, je le fais aussi, mais là, du coup, on a un kiné qui fait, lui, la partie rééducation en salle un peu. Et en gros, quand le joueur est capable de courir, quand il a repris la course, il passe avec moi, il continue aussi avec lui, mais il passe avec moi pour déjà faire un peu l'étape 1 de resensibilisation terrain, etc. Alors qu'il n'a pas fini sa partie rééducation en salle, mais à ce moment-là, il passe avec moi quand il a repris la course à pied. En gros, c'est ça, mais du coup, il y a un kiné qui fait la partie exclusivement rééducation au club.
justement ce lien de la réathlétisation à l'éducation. Comment est-ce que vous communiquez, vous, à ton club, pour optimiser du coup ces échanges, hein, parce qu'on voit que c'est pas on-off, et qu'il y a quand même un fil conducteur qui se fait. Bah, du coup, il va y avoir des. Enfin, du coup, nous, on a le temps, puisqu'on a un temps plein en club. Donc, on a des temps pour ça, des temps de réunion. Chaque matin, on a des temps de communication entre les kinés, moi, le préparateur athlétique, le coach. Après, le coach, peut-être, on va dire que le coach, il a d'autres chats à fouetter à ce moment-là. Donc, lui, c'est plutôt quand le joueur va réintégrer le groupe. Mais c'est vrai qu'on a, avec le doc aussi, en fait, on a des réunions quotidiennes avant les séances. Parce qu'on a déjà les wellness des joueurs, donc voilà, comment le joueur a réagi à la séance d'hier, est-ce qu'on peut augmenter un peu aujourd'hui, hein, et après on a aussi une réunion post-séance en début d'après-midi, on commence le matin, pour se dire, bah voilà, aujourd'hui j'ai fait ça s'est passé comme ça, j'ai projeté ça pour demain, et ensuite le lendemain, on adapte en fonction de la réponse du joueur à la séance de la veille. Mais du coup, oui, chaque jour, on est en ultra-communication permanente entre le doc, les kinés, le réathlé, le prépa athlétique de l'équipe aussi, quand on se rapproche du retour au groupe. Voilà. Merci pour ta réponse. Est-ce qu'on a d'autres questions du coup? Personne? Bon. Ah, si, c'est pas vrai. Merci pour la présentation. Je me demandais un peu quelle était la place de la technique de course dans cette phase. Est-ce que c'est quelque chose que vous abordez ou pas du tout? Et peut-être qu'il y a des éléments intéressants à intégrer sur cette composante-là. Oui, c'est très intéressant, mais c'est vrai qu'on ne l'utilise pas énormément. Parce que le temps, enfin là, ça paraît long comme ça, mais le temps sur les réhab ischio, il est vraiment très très court, enfin, et de plus en plus court. Donc là sur un grade 2 ischio, moi je vais l'avoir 4-5 jours le joueur. Enfin, je suis pas sûr que j'ai le temps de modifier sa technique de course. Après, je sais qu'il y a des préparateurs athlétiques qui suivent souvent les staffs. Il y en a certains qui sont un peu sensibilisés à la technique de course et qui utilisent ça chez le groupe sain. Mais c'est vrai que avec les blessés, avec le peu de temps qu'on a, je suis pas sûr qu'on arrive à modifier des choses dans la technique de course du joueur sur 3, 4, 5 séances, ça peut être pas compliqué. Peut-être sur les blessures longue durée, sur un ligament croisé ou quelque chose comme ça, là, on pourra modifier plus de choses, mais sur des lésions qui sont souvent très rapides, je suis pas sûr qu'on puisse modifier beaucoup de choses. Est-ce qu'on a une autre question? Eh bien, merci Adrien pour